Voilà. En fait, je ne vais pas faire un exposé sur la structure connective des entrelacs. C'est très intuitif. Quand vous avez un entrelac, une partie de l'ensemble des composantes, c'est-à-dire une partie de l'ensemble des ronds de ficelle, est susceptible d'être séparable ou non par un hyperplan, c'est-à-dire un plan dans R3, en déformant, en éloignant les composantes. Et quand c'est séparable, eh bien on dit que cet ensemble de composantes n'est pas connexe. Et quand c'est non séparable, eh bien l'ensemble des composantes en question est dit connexe. Et ça donne lieu donc à ce que j'appelle, et donc à ce qu'on appelle la structure connective de l'entrelac. Donc ce qui caractérise du point de vue connectif le nœud borroméen, c'est que sa structure connective ne contient comme connexe, outre les singletons et la partie vide, que l'ensemble des trois. Mais il n'y a pas les paires d'éléments. 2 à 2, disons il y a un ensemble de 3 composantes qu'on peut appeler 1, 2, 3. Donc l'ensemble 1, 2, l'ensemble 2, 3 et l'ensemble 1, 3 ne sont pas connexes, mais l'ensemble 1, 2, 3 est connexe. Voilà. Alors, quel rapport avec ce dont on parle ici? Le rapport, c'est que les familles de variables aléatoires, disons, sur un même espace de probabilité, ont aussi une structure connective. Et l'idée, suite à des discussions avec Anatole Khelif, avec Patrick Iglesias-Zemmour, c'était il y a 10 ans, c'était dans le cadre d'une réflexion sur l'intrication quantique impliquant plus que 2 particules, eh bien, on avait parlé des degrés ludiques, on avait parlé d'un certain nombre de choses, mais finalement, donc j'avais posé la définition de la structure connective d'une famille de variables aléatoires. Et je vais commencer par un exemple. Construisons l'exemple de 3 variables aléatoires qui soient connectées globalement, mais pas 2 à 2, au sens où elles seront indépendantes en tant que variables aléatoires, donc 2 à 2. Donc 3 variables aléatoires grand X, grand Y et grand Z, qui soient... Alors il faut choisir un certain univers oméga qui ait suffisamment d'événements élémentaires pour que ce soit possible, mais en fait il en faut au moins 4. Alors je vais les appeler 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1, mais c'est pas numérique, c'est juste que c'est écrit en base 2, et ceux-là aussi je vais les écrire en base 2, mais on pourrait les remplacer par des lettres ou par n'importe quoi. L'idée, c'est d'abord d'avoir x et y, 2 variables aléatoires indépendantes l'une de l'autre. Comme j'ai pris 2 chiffres ici, et qu'on parcourt tous les cas, disons avec équiprobabilité 1 quart, 1 quart, 1 quart et 1 quart, et bien si je prends le premier chiffre pour x et le deuxième chiffre pour y, j'obtiens 2 variables aléatoires indépendantes l'une de l'autre. Ce qui veut dire que, à suivre Leinster, en tout cas, pas tout Leinster à vrai dire, mais la page 267, je crois, on va avoir pour grand X une entropie égale à 1. Il suffit de voir quel est le nombre de valeurs prises par X. Il y a 2 valeurs différentes prises par X, avec équiprobabilité, 1,5, 1,5. L'entropie de X est égale à 1. L'information mutuelle est forcément nulle, puisque grand X et grand Y sont indépendantes, et ça se vérifie très facilement sur les formules, ça marche. Pourquoi est-ce que grand X et grand Y sont indépendantes? Parce que le fait de savoir que grand X prend la valeur 0 ne nous dit rien sur la probabilité que Y prenne la valeur 0 ou 1. Pareil, si grand X vaut 1, ça ne change rien à la probabilité que grand Y prenne 0 ou 1, avec à chaque fois une probabilité 1,5. Donc, et par construction même, si vous voulez, grand X et grand Y sont indépendantes. Or, ce qui est remarquable, c'est que quand on a 2 variables comme ça, qui prennent des valeurs binaires et qui sont indépendantes, il est très facile d'en construire une troisième qui soit également indépendante aux 2 premières, une par une. C'est de prendre leur somme modulo 2, c'est-à-dire de compter le nombre de 0 par exemple, ou le nombre de 1. Donc on va mettre 0, 1, 1, 0. Et effectivement,
Z est indépendante de X parce que si, disons, si X prend la valeur 0, on se retrouve dans la même situation que par rapport à Y tout à l'heure. Et si X prend la valeur 1, ben c'est la même situation, sauf que cette fois, les deux valeurs 0 et 1 prises par Z sont inversées par rapport à celles que prenait Y dans ce cas précis. Mais vous voyez que les valeurs prises par Z et les valeurs prises par X sont mutuellement indépendantes en termes de probabilité. De même pour Y par rapport à Z. D'ailleurs, c'est très évident, puisque j'ai pris Z égale X plus Y, dans Z sur 2Z, et donc vous pouvez choisir librement X et Z, vous en déduisez Y comme étant Z moins X. Mais Z il est égal à Y, je ne comprends pas. Excuse-moi. Non. Ah oui, pardon, d'accord. Voilà. Donc Y et Z sont indépendants l'un de l'autre. Vous pouvez choisir librement Y et Z, et vous en déduisez X égale Z moins Y, ou Z plus Y, d'ailleurs c'est la même chose, et dans Z sur 2Z. Donc elles sont 2 à 2 indépendantes. Et elles sont évidemment liées parce que oméga n'est pas assez grand pour qu'il puisse en être autrement. Alors, donc autrement dit, le fait que X, Y et Z soient 2 à 2 indépendants n'entraîne pas l'indépendance des trois. C'est une notion bien connue en probabilité. Ils ne peuvent pas être indépendants puisque Z est égal à X plus Y. C'est un cas particulier de relation ternaire borroméenne, la plus simple des relations ternaires borroméennes étant de prendre trois réels, X, Y et Z, tels que X plus Y égale Z. C'est borroméen parce que, pour la même raison que ce que je viens de dire, X et Y, vous pouvez les choisir librement, et de même Y et Z ou X et Z. Donc 2 à 2, ils sont libres, mais les trois ensemble sont évidemment connectés. C'est dire ce qu'il y a d'ordinaire, ce qu'il y a de commun dans le borroméen. Bon, alors maintenant, ce schéma-là ne va pas, parce que on va pouvoir définir cette chose-là, l'information mutuelle de X, Y et Z, et la faire entrer dans un diagramme de Venn. Alors, donc, ce qui est vrai, c'est que l'information mutuelle de X et Y est nulle. Mais vous voyez bien que ça ne peut pas être ça. Ça ne peut... On peut toujours faire ce dessin-là, mais ça ne peut pas être une représentation anthropique, vénique, satisfaisante de la situation pour ces trois variables aléatoires. Et de fait, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire... ça va rien nous indiquer vraiment. Bon, définissons ça. C'est chiant. Il n'y a pas de veine. C'est pas de veine. Alors, cela dit, Leinster, quelques pages plus loin, fait une remarque, parce qu'il définit ça, et il fait une remarque à propos de ça. Bon, alors, je vais donner la définition de ce qu'on va noter comme ça, l'information mutuelle de X, Y et Z. On va définir ça comme l'entropie de... Bon, je ne sais pas si c'est une bonne... Bon, définissons ça comme ça. C'est peut-être pas ce qui est le plus judicieux, mais définissons ça comme ça. Moins l'entropie conjointe de XY, moins l'entropie conjointe de XZ, moins l'entropie... Bon, c'est pas... J'avoue que c'est pas très digeste comme définition, mais plus... H de X, Y et Z. C'est pas très digeste, mais enfin, en tout cas, ça donne un résultat. Alors c'est quoi l'entropie conjointe de X et Y? Vous voyez que le couple XY prend 1, 2, 3, 4 valeurs différentes. Donc la longueur du chemin des devinettes binaires, du codage de Shannon pour connaître la valeur prise, c'est 2. Donc, les entropies conjointes ici sont égales à 2. D'ailleurs, on pouvait le voir sur ce schéma qui a quand même
après tout, un certain intérêt quand même, au moins pour ça. Au moins jusqu'au pair ou de variables aléatoires. Donc c'est 2. Et donc ça nous fait 1 plus 1 plus 1, moins 2, moins 2, moins 2. Plus, alors, quelle est l'entropie conjointe des 3? Elle n'est pas plus grande elle est forcément plus grande que l'entropie conjointe de 2, mais en l'occurrence, elle n'est pas plus grande, parce qu'il n'y a toujours que 4 valeurs ici pour le triplet. Le triplet x, y, z prend 4 valeurs différentes. Donc, l'entropie conjointe, c'est 2, et donc on obtient 3 moins 4, c'est-à-dire moins 1. Ah! Mais on n'a jamais dit que l'information mutuelle était toujours positive, après tout. On l'a dit pour un couple de variables aléatoires. Et ça veut dire que dans ce cas-là, il y a un autre diagramme de Venn à faire. Et ce diagramme de Venn, c'est le suivant. Vous avez une entropie, pardon, je dis entropie parce que c'est homogène à une entropie, mais le terme technique habituel, c'est une information. Information mutuelle d'intersection de x, y, z, qui est notée comme ça, et dont je reconnais que ce n'était pas forcément le mieux de la définir comme ça, mais disons que ce qui justifie cette définition, vous allez voir, c'est que ça marche. Alors, en quel sens ça marche? Ben, au sens où on peut définir une entropie ou une information pour chacune des zones ici, d'un diagramme de Venn classique concernant 3 trucs, grand X, grand Y et grand Z. En particulier, si vous voulez, on peut définir par exemple l'entropie de X sachant YZ, puisque je vous rappelle que YZ est une variable aléatoire, donc la notion d'entropie d'une variable aléatoire sachant, entre guillemets, une autre variable aléatoire, même si l'expression est un peu bizarre, on lui a donné un sens et on peut regarder ça. Et donc, effectivement, ça va correspondre à cette zone-là. Si on la calcule ici, c'est très simple. Si vous connaissez YZ, vous connaissez X. Donc, quelle est la longueur du chemin, le nombre de questions qu'il faut poser pour connaître X quand on connaît la valeur de YZ, quelle que soit cette valeur, c'est toujours 0. On connaît d'emblée la valeur de X. Donc, ici, cette région qu'on va appeler l'entropie de X sachant YZ, c'est 0. Donc, par symétrie, c'est la même chose ici. Et l'information mutuelle de X et Y, elle est nulle. Et elle est nulle parce qu'en fait, la mesure donc on pourrait appeler ça en fait information mutuelle de X, Y sachant Z. En fait, cette expression va désigner la mesure, j'appelle mesure, bien que vous voyez qu'elle peut prendre des valeurs négatives. Hein. Bon, la mesure de cette région-là, c'est-à-dire ce qui est à la fois dans le domaine associé à X et dans le domaine associé à Y, mais qui ne se trouve pas dans le domaine associé à Z. Bon, et ça, c'est défini, si vous voulez, en calquant le fait que le sachant Z se traduit par... bon, attendez, là, je ne veux pas dire de bêtises, donc le mieux, c'est que je dise rien.